Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue pour ce nouveau podcast du Club Paname. Les vacances sont finies. Je reprends la main ce soir. À mes côtés, Olivier, bonsoir. Salut Basto. Lionel, comment ça va? Ça va bien, merci à vous. Et Dryas, lui aussi de retour de vacances, de retour avec sa voix chanterelle. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Lionel. Bonsoir Olivier. Oui. Au programme du soir, on reviendra sur la victoire à Metz. On va parler des dernières infos mercato avec une dernière journée assez riche en enseignements. Et on reviendra aussi en fin de podcast sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour commencer, on va revenir donc sur cette victoire à Metz, 2-0 avec des buts de Di Maria sur penalty et du meilleur buteur du championnat de Ligue 1, Choupo-Moting. Qu'avez-vous apprécié dans ce match, Lionel? Écoute, je vais commencer assez simplement. C'est que moi, quand j'ai vu la composition d'équipe alignée, je me suis dit de toute façon, c'est une équipe assez bricolée, donc il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de collectivement ultra abouti. Pour moi, l'objectif, c'était d'aller prendre les 3 points, ce qui, je pense, en début de saison, qui est pour moi le plus important. On a réussi à le faire. Par certains moments, je trouve qu'on a su bien défendre et ne pas être trop mis en danger. Après, on a marqué les buts qui nous permettaient d'être assez à l'aise et de terminer ce match sans être mis en difficulté et sans avoir ce qu'on peut voir à certains moments, des moments où l'équipe est acculée et qu'on a du mal on va dire à s'exprimer. Et je trouvais qu'on a su à ce niveau-là faire les choses qu'il fallait. Après, c'était collectivement pas exceptionnel, mais quand il te manque tes 3 meilleurs joueurs offensifs et que tu joues comme milieu de terrain qui n'a pas du tout qui ne se connaît pas, quand on voit Aouchiche, Gay et Verratti, je pense qu'on ne pouvait pas demander beaucoup plus à cette équipe. Et je trouve qu'on a fait l'essentiel, c'est-à-dire gagner et ne pas empêcher le but. Donc, voilà, je suis assez content par rapport à ça. Très bien, un match sérieux pour toi. Donc, Dryas, ton avis? Déjà, juste, Aouchiche, il était limite plus aligné en offensif qu'en milieu si on regarde son positionnement. Mais ça, c'est plus. Ça ressemble à un 4-2-3. Un petit détail. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est un milieu qui, mine de rien, était un peu plus cohérent en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. En première mi-temps, on reviendra dessus après. On est passé dans une ligne à 2 qui était plus claire et on a un peu moins pris l'eau. J'ai trouvé qu'on avait des ailes qui étaient un peu timides, mais globalement avec une présence utile. Peut-être pas assez de montée, peut-être quelques manquements défensifs du côté de Bernat, mais l'un dans l'autre, il y a eu quand même des montées qui ont été cohérentes, notamment de la part de Dagba. Et enfin, j'ai trouvé la charnière très robuste et il en fallait une en première mi-temps. Olivier? Oui, je ne vais pas dire beaucoup plus de choses. Je crois que j'ai trouvé que l'organisation en 4-2-3-1 était bien adaptée à l'effectif du moment, à ses trous et avec les joueurs qui étaient sur le terrain. J'ai trouvé que la paire Silva-Marquinhos reconstituée, c'est bien comporté en patron défensif. Elle a été un peu gênée par la puissance de Diallo, mais finalement, il n'a pas été trop dangereux au total. J'ai trouvé que le double pivot Gay-Verratti qu'on avait déjà vu contre Toulouse a bien fonctionné. Et il se trouve un petit peu mieux et ça va probablement continuer à s'améliorer avec le temps. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne alternance entre le jeu axial et surtout le jeu extérieur qui a souvent été déficient au PSG avec la très bonne prestation de Dagba à droite dans ce secteur et à gauche Di Maria qui a été un très bon animateur de côté. Et puis j'ai trouvé que Choupo avait un jeu en pivot qui était assez efficace. Ensuite, ce qui m'a séduit, c'est l'impression de bloc équipe là, qui était vraiment cohérent cette fois-ci dans le camp adverse en première mi-temps, le temps de marquer, et puis ensuite, plus reculer après, où chacun a bien participé au travail de pressing, de récupération haute, en veillant à garder les lignes bien serrées. J'ai bien aimé la gestion du match, c'est ce que disait Lionel. Souvent, on a vu des moments où le PSG avait tendance à ne pas pouvoir bien garder le résultat, et là, ça a été très bien fait. Alors que Metz a été un adversaire valeureux, agressif, parfois un petit peu la limite, mais malgré ça, l'équipe s'est jamais désunie. Et puis, il y a un truc que j'ai vu qui n'est pas très fréquent au PSG, c'est le recours au jeu long. Il y a eu 42 passes longues qui ont été tentées, 34 ont été réussies. Et le meilleur dans ce domaine a été Marquinhos avec 14 réussites sur 16. Et là, on voit que le flair de Tourelle de l'avoir installé en milieu de terrain l'a complètement libéré dans ses prises d'initiative à la relance et dans ce type de jeu long.
Très bien, on va passer au moment que Drea s'attend. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Alors, déjà, je vais me permettre de revenir sur ce que j'ai aimé, notamment sur la charnière. J'étais un peu rapide et j'ai beaucoup apprécié, notamment Silva, qui est en train de me faire mentir par rapport à tout ce que je disais sur lui, à savoir qu'il est capable de faire des montées et d'apporter le surnombre. Et comme l'a dit Olivier, Marquinhos, mais maintenant c'est devenu une habitude qui doit être un des meilleurs passeurs longs européens, avec un taux de succès important alors il fait des passes qui sont très risquées. Maintenant, ce que j'ai pas aimé, en premier lieu, c'est le milieu de terrain. Moi, en première mi-temps, enfin, j'entends que pour vous, ça a été équilibré. Pour moi, ça n'a pas été du tout le cas. On avait ou Marco ou Ganagay qui étaient en train de se projeter. On était en train de prendre l'eau. Les Messins rentraient trop facilement. On a vu un nombre incalculable de fois Ganagay en train de courir comme un fou pour essayer de rattraper le mec qui l'avait passé. Et il y a eu un nombre de récupérations très très faible sur cette première mi-temps et un nombre de fois où on s'est mis en danger. Et heureusement que la charnière était là pour contrer tous ces passages. Il y a Culture qui a sorti juste après le match un papier où notamment il mettait en avant le fait que Gay avait remporté 5 duels aériens sur 6. Sur ça, j'aimerais rappeler deux choses. Déjà, ça serait pas mal de le pondérer entre les duels gagnés en première mi-temps et les duels gagnés en seconde mi-temps. Et si gagner des duels aériens, c'est important, c'est encore mieux de les gagner au sol. Les deux milieux se sont fait prendre dans leur dos, mais en permanence en première mi-temps. Donc après, il faudrait un peu parler du rôle de Gay. J'ai vraiment pas compris l'utilisation qu'en a fait Tourelle dans cette première mi-temps. Il y avait cette espèce de truc de compensation où il y en avait un qui se projetait, l'autre qui était en retrait. Mais on s'est retrouvé le plus souvent avec Ganagay qui était devant Marco Verratti. Et Ganagay, il est très très fort pour faire des passes simples. Mais quand il est aux 40 mètres adverses, on a 10 000 joueurs qui seraient bien plus efficaces que lui et bien plus propres justement pour faire les passes et pour faire les décalages dans la rapidité qui importe en fait. Donc je m'interroge vraiment sur la cohérence des choix de Thomas Tuchel. J'aurais compris une ligne à deux avec Marco et Gay à côté et à la limite avec un Aouchiche que moi j'ai trouvé très intéressant en première mi-temps. Il faut noter la petite remarque que s'est permis, la petite révélation de Loïc Tanzi sur Twitter qui a révélé que Marco était en train de dire à Aouchiche calme-toi, arrête de courir partout. Parce qu'il n'arrêtait pas de faire des choix, n'arrêtait pas de faire des appels, mais comme on n'avait aucune maîtrise du milieu, il n'a jamais pu être servi dans de bonnes conditions et en faire quelque chose d'utile, quoi. Maintenant, heureusement que ça a été rectifié en deuxième mi-temps et qu'on s'est retrouvé en deuxième mi-temps avec un milieu à deux, avec Marco et Gay, ce qui nous a permis d'endiguer un petit peu ces trous et ces déferlantes qu'on se prenait par l'axe et d'être un petit peu plus cohérent. Mais il y a un autre chapitre qu'il faut soulever que j'ai vraiment pas aimé, ça a été l'animation offensive. On peut parler de Di Maria que tu avais mis en avant tout à l'heure, qui effectivement est énormément proposé. Alors il faut comprendre que Di Maria, il part depuis bas sur le terrain, il n'a pas besoin de recevoir la balle haut, mais Di Maria a connu beaucoup de déchets. Mais qu'on peut remarquer, donc Aouchi, j'en ai parlé, qui n'a pas été servi alors qu'il n'était vraiment pas à avoir d'effort et il n'arrêtait pas de se proposer. On peut parler de Sarabia qui lui a été servi, mais à chaque fois il était servi avec un temps de retard. Alors il doit faire mieux, Sarabia, mais mine de rien, à chaque fois il se retrouvait avec un vis-à-vis qui était directement sur lui. La plupart du temps, il se retrouvait en 1v2 et c'était vraiment problématique. On est encore et toujours en incapacité de créer un temps d'avance offensivement. Alors ça passe, et là effectivement on avait pas mal de blessés devant. On avait pas mal de joueurs qui sont capables de faire des différences par eux-mêmes, des différences individuelles qui n'étaient pas là. Et ça met encore plus en avant le fait qu'on est incapable de créer ce temps d'avance par la rapidité de la passe, moi je vois deux causes au fait qu'on est incapable de créer ce fameux temps d'avance, c'est qu'on a une récupération d'une manière générale qui est beaucoup trop basse, et on a trop de touches de balle pour aller chercher les attaquants. On va régulièrement toucher la balle une ou deux fois. D'ailleurs, pas Gay. Gay est très intéressant sur ce chapitre, dans le sens où il passe la balle tout de suite. Mais si on parle de Marco Verratti, de touches de balle, et on se retrouve à chaque fois avec un temps de retard qui font que nos offensifs sont dans des situations où ils sont condamnés à l'exploit pour s'en sortir. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, parce que c'est assez sévère, c'est à pondérer, parce que l'équipe n'est pas encore prête. On a pas mal de joueurs qui ne savent pas encore jouer ensemble. Mais on peut quand même noter que mine de rien, les problématiques qui ressurgissent, à savoir un milieu de terrain qui n'arrive pas à s'imposer,
ou quand on arrive à poser une ligne défensive, un trou qui apparaît qui fait qu'on a un mal de chien à trouver les offensives dans de bonnes conditions. C'est des problèmes qu'on a mis en avant toute la saison dernière. Et ça, moi, ça m'inquiète dans le sens où j'ai pas l'impression que ça va être solutionné par Thomas Tuchel. Enfin, faut aussi noter, la blessure est pas trop grave, mais la blessure de Choupo-Moting, la préparation a sans doute été trop lourde et on en a payé un lourd tribut seulement après 3 journées. Reprends ton souffle, Dryas. Petit truc aussi sur les 5 duels gagnés par Gay, c'est ce que disait Culture, ils sont sur des dégagements du gardien ou sur coup de pied arrêté, donc pas dans le jeu en lui-même. Olivier, toi, est-ce que tu seras moins sévère? Forcément moins sévère parce que on peut être compréhensif dans le contexte de la composition de ce match. Quand on voit la composition qui est alignée, on ne la reverra probablement plus lorsque tout le monde sera rentré. Donc on sent qu'on est dans une phase un peu difficile de ce point de vue-là. On est aussi dans une phase où se met en place ce duo Gay-Verratti. Le double pivot, c'est pas tellement une configuration dans laquelle est habitué à jouer le PSG. Donc il va falloir être un petit peu patient. Et je crois que ça tient aussi à la palette extrêmement riche du jeu de Verratti, qui est à la fois indispensable pour sortir les balles sous pression. Je crois que c'est peut-être le meilleur joueur du monde dans ce registre-là. Il est capable, même entouré de quelques adversaires, d'arriver très bas à sortir la balle dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas du tout le registre de Gay. Mais on a aussi besoin de lui actuellement, parce qu'il n'y a pas trop de constructeurs devant, en dehors de Di Maria, pour aller organiser un petit peu le jeu d'attaque. Et ça fait que il y a une espèce de va-et-vient entre l'avant et l'arrière que Gay doit suivre et accompagner ou compenser. Pour le moment, c'est pas très bien fait. Alors, je suis d'accord avec Dryas. Ça s'est surtout vu en première mi-temps. Mais en première mi-temps, on sentait que le projet s'était marqué. Et donc, l'équipe a quand même beaucoup joué dans le camp adverse et s'est fait prendre quelques fois dans le dos. C'est les choses qu'on signalait. Et la charnière a eu un petit peu de travail à faire avec Diallo, qui était très remuant, très physique et qui les a embêtés. Mais finalement, Metz a été très peu dangereux. Et on a vu l'organisation, par contre, beaucoup s'améliorer en deuxième mi-temps, où le bloc était un petit peu plus bas, très resserré. Et là, l'articulation Gay-Verratti, je l'ai trouvé bien meilleure. Mais moi, en fait, j'ai pas grand-chose du fait du contexte que je n'ai pas apprécié dans ce match. La chose que je voudrais signaler, que je n'ai pas apprécié, c'était la composition du banc de touche parisien qui anticipait l'exactitude des propos de Leonardo après le match quant au plombage de l'effectif par les erreurs des recrutements passés, puisque étaient remplaçants ce soir-là les principaux joueurs insuffisants mais invendables que sont Meunier, Kurzawa, Ressé, Paredes, que le club traîne comme des boulets et dont les salaires font qu'on ne peut pas recruter à leur poste. Il manquait plus que Draxler et le tableau d'horreur aurait été au complet ce soir-là. C'est ça, moi, surtout, qui m'a frappé sur le plan négatif. Très bien. Lionel, ton avis, s'il te plaît. Bah, je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut savoir recontextualiser les choses. C'est-à-dire que si c'était un match peut-être de Coupe d'Europe ou quoi que ce soit, qu'on avait une prestation comme ça, mais qui est un peu plus sévère, après, des fois, ce genre de match, je pense qu'il faut savoir accepter, surtout avant la trêve, où les joueurs, ils savent qu'ils vont partir, ou en septembre, tout ça. Il faut des fois savoir, on va dire, alors, oui, il faut être exigeant, mais il faut des fois savoir accepter d'aller prendre les 3 points, de ne pas non plus sortir le match de l'année et se contenter. Après, je trouve juste une analyse par Pedreas un petit peu sévère par rapport à Di Maria, qui dit qu'il y a eu beaucoup de déchets. C'est un joueur qui a touché 87 ballons pendant ce match et qui en a perdu que 5. Donc je trouve que c'est un peu dur de dire qu'il y a eu beaucoup de déchets et qui a un pourcentage de passes réussies quand même par rapport à sa position qui est pas trop mal. Donc, Ouais, si tu voulais réagir. Ouais, je voulais réagir déjà sur ce que tu disais, Lionel, ouais, sur Di Maria. Ouais, en effet, si tu veux, pour moi, Di Maria, il y a 3 catégories de matchs. Il y a les matchs où tout à coup, il te sort des trucs, il n'y a rien à redire, c'est le joueur tellement bien, tellement tout ce que tu veux. Il y a les matchs où il est profondément agaçant, où il rate, enfin, il tente quelque chose et à partir du moment où il tente, il rate. Et là, on était un petit peu entre deux, mais à l'arrivée, il n'a pas fait
tant de différence. Et mine de rien, quand c'est ton seul joueur qui est capable de faire des différences, qui ne fait pas tant de différence, ça laisse. Alors après, c'est vrai que ça se cristallise sur lui, parce que c'est lui que je nomme là, mais ça reste un petit peu agaçant. Après, je voulais revenir aussi sur la recontextualisation, et je suis complètement d'accord. Il y a juste cette problématique qui est, je veux dire, on est en plein dans la problématique de la saison passée, de ce milieu. Et là, je vais pouvoir réagir à ce que disait Olivier. Oui, je suis d'accord. Effectivement, c'était bien plus cohérent en deuxième mi-temps, où tu te retrouvais effectivement avec Gana Gueye et Marco Verratti sur la même ligne. Mais à ce moment-là, où était le 8 ? Et qui joue le rôle 8 ? Parce que justement, on avait ces deux milieux et on avait un énorme trou au milieu. Ça a été le souci la saison passée. Ça a été, on dit c'est des matchs comme ça, mais c'est des matchs comme ça. Si on continue à produire des matchs comme ça, on se retrouve tout à coup en Coupe d'Europe contre des mecs plus cohérents. Alors, on avait sorti l'année dernière un grand match contre Liverpool, mais à part ça, j'ai du mal à voir quels sont les grands matchs qu'on a sortis. Et on se fait bouffer comme des kékés, quoi. On se fait bouffer comme des kékés année après année parce qu'on n'est pas encore capable de trouver une réponse au milieu où tout à coup on a une capacité à avoir des transitions défensives, offensives qui sont cohérentes et appuyées. Et on parle de recontextualisation, etc. J'ai vu récemment le match de City contre, je sais plus c'était contre qui, City, c'était Brighton, je crois. Brighton. Ouais, Brighton, voilà, bah, c'est à peu près la même chose en termes d'équivalence. Bah, eux, ils sont déjà prêts, quoi. Donc il y a un moment où ouais, c'est bien de trouver des circonstances atténuantes, mais quand les circonstances atténuantes se reproduisent de saison après saison, que les solutions continuent de ne pas être trouvées, et pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé après 3 journées, alors je sais que c'est tôt, mais on n'en a pas encore trouvé, et que les problématiques qui se posent sont les mêmes que celles de l'année dernière, moi, ça me chiffonne. Alors, je demande qu'est-ce qui est mieux, mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Olivier, tu veux réagir ? Oui, là, je suis absolument pas d'accord avec cet avis. Je trouve au contraire que les choses ont forcément changé par rapport à l'année dernière où on déplorait le seul Marco Verratti comme milieu de terrain disponible et qui connaissait un petit peu le poste. On a été obligé de jouer avec Bernat, avec Draxler, avec Alves. Bon, tout ça, c'est du bricolage. Marquinhos a un petit peu sauvé les apparences. Aujourd'hui, on retrouve un milieu de terrain qui fonctionne. Et moi, j'ai pas souvenir, en particulier l'année dernière, d'avoir vu un bloc équipe d'une telle cohérence avec des joueurs tous impliqués à la récupération. J'ai absolument pas vu les trous, sauf peut-être dans le dos en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça a été pour moi une démonstration de ce que veut faire Tourelle avec un bloc équipe très efficace, très resserré, où Gueye est venu apporter ce qui nous manquait l'année dernière, c'est-à-dire cette capacité à diriger un petit peu le repli défensif, à pouvoir rattraper les coups, à mettre une pression sur l'adversaire. Bon, c'était pas parfait parce que l'équipe n'était pas avec une composition parfaite, mais moi j'ai senti une nette amélioration après l'année dernière, et ça me semble difficile de comparer avec City, qui a un effectif quasiment complet aujourd'hui, où les postes sont doublés, voire triplés. Quand tu vois que tu joues en attaque, tu es obligé de laisser comment il s'appelle, le Brésilien sur le banc parce que tu as l'Argentin qui est numéro 9. Enfin, bon, ils ont 3-4 possibilités différentes. C'est une équipe qui est rodée. Ça me semble pour le moment incomparable, à la fois avec le désert de l'effectif qu'on commence juste à reconstruire, et puis avec la cascade de blessés. Quand tu as une attaque qui est décimée comme celle-là, tu ne peux pas demander à ce que l'équipe soit nettement en progrès par rapport à ça. Donc, que l'on soit critique, et je l'ai été en première mi-temps parce que ça m'a semblé moins équilibré, je suis d'accord, mais qu'on démolisse totalement le système de jeu en faisant porter la responsabilité à Tourelle de ne pas trouver de solution, j'ai l'impression qu'il en cherche et qu'il en trouve et qu'il va en avoir de plus en plus avec le remodelage de l'effectif auquel on est en train d'assister. Puisses-tu avoir raison, Olivier? Maintenant, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il cherche. Mais on peut d'ailleurs constater qu'en début de saison dernière, il faisait vraiment plein de tentatives, et ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas vu faire plein de tentatives. Mais le constat, il cherche, il ne trouve pas. Là où je te rejoins, c'est que c'est le début de la saison, il faut attendre un tout petit peu. Et je ne parlais de City que pour contextualiser le fait que le début de saison est une excuse, mais ce n'est qu'une excuse. De toute façon, ce sera. Juste avant, en fait, je pense que c'est quand même compliqué de comparer avec City, mais au-delà de début de saison, pas début de saison, c'est que City est dans un championnat qui est quand même ultra concurrentiel, et donc le début de saison a beaucoup plus d'importance que pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai. City ne peut pas se permettre aujourd'hui de démarrer un championnat en perdant des points, parce qu'on le voit, le rythme, quand on voit la saison dernière où tu as un champion à 98, 97 points, ça montre
ils n'ont pas cette possibilité, cette marge que le Paris Saint-Germain a au championnat. Mais après, oui, c'est pas parfait, il y a pas mal de choses à améliorer, mais pour ça, il faudrait déjà qu'il ait son effectif au complet avec ce qu'on le veuille ou non, quand il te manque. Alors aujourd'hui, on va parler après, mais quand il te manque quand même Neymar, Mbappé, Cavani, mais ça fait quand même beaucoup. Lionel, là, tu me parles de manquement offensif. Moi, ce que je suis en train de dire, et je mets le bémol. Effectivement, tu as raison, on est au début de saison, et c'est vrai que City, la comparaison, elle est un peu stretch. C'était vraiment pour l'histoire de début de saison. Mais c'est que, ouais, tu me dis, il manque des gens devant. Moi, ce que je constate sur ce match, et alors, c'est pas définitif, on est au début de saison, ce que je constate sur ce match, c'est que la balle a un mal fou à arriver devant dans de bonnes conditions. Donc, c'est pas le fait de mettre des mecs devant qui va faire changer quelque chose, à moins que tu comptes que la solution ce soit d'être solide derrière et de compter sur les exploits offensifs, sur les exploits individuels qui seront devant. Mais ça serait bien un jour d'arriver dans une situation où on ne soit pas que dépendant des exploits individuels, ce qui était malheureusement un peu le cas la saison passée. Et pour ça, il faudrait trouver une solution au milieu qui soit cohérente et pérenne, avec la capacité justement de trouver un temps d'avance qui nous fait tant défaut, qui fait qu'on est à chaque fois en sous-nombre quand on est en train d'attaquer, on est à chaque fois en 3 contre 6, ou je sais pas, enfin on est à chaque fois dans un sous-nombre pas possible, qui font que les attaquants sont condamnés à ce putain d'exploit individuel, quoi. On sera plus fixé, de toute façon, déjà avec l'enchaînement Real Madrid-Lyon pour voir la qualité de ce milieu Gueye Verratti face à un gros pressing et une vraie adversité. On aura plus de réponses, je pense, courant mi-septembre. On va passer aux individualités. Je vais vous demander votre top 3 sur ce match, Olivier. C'est un petit peu la traduction de ce que j'ai décrit dans l'animation collective. Pour moi, je mettrais en première position le duo Verratti-Gueye, qui a confirmé, pour ma part, la complémentarité naissante que j'avais entrevue face à Toulouse, et notamment l'énorme abattage de Gueye, qui doit encore s'améliorer, parce que sa condition physique n'est pas encore au top, et qui permet de libérer Marco, cette fois-ci, à la fois dans la relance sous pression, mais aussi dans l'animation offensive dans l'équipe, puisqu'il manque les joueurs d'animation, notamment Neymar. Je trouve qu'ils ont bien alterné la couverture défensive, essentiellement en seconde mi-temps, je suis d'accord. Et pour moi, l'équipe apparaît déjà transfigurée, même si bien sûr les deux oppositions rencontrées étaient moyennes. Les promesses sont évidentes. Alors pour illustrer un petit peu plus l'efficacité de ce duo, j'ai pris deux éléments. La passe clé déjà de Marco qui dépose sur coup franc le ballon sur la tête de Choupo pour le deuxième but. Bon, c'est pas des choses qu'il fait fréquemment et là je trouve qu'il prend un peu plus des responsabilités. C'était un coup franc côté droit et je trouve qu'il l'a bien frappé. Et puis je resignale ce grand nombre de duels gagnés de la tête par Gueye, 5 sur 6. Et c'est quelle que soit la façon dont il les a gagnés, c'est pour moi une réponse à l'interrogation qu'on pouvait avoir d'un milieu avec des joueurs de petite taille. On se dit, ah oui, Verratti, Gueye, ça va être petit. Quand on va rencontrer des grands costauds, qu'est-ce qu'ils vont faire? On s'aperçoit que pour prendre des ballons de la tête, il ne faut pas simplement être grand. Il faut aussi avoir un bon timing, avoir un bon positionnement, être assez agressif. Et c'est ce que je trouvais que Gueye, pour 1m74, faisait très bien. Le deuxième, pour moi, c'est Di Maria, parce qu'il a été à gauche en première mi-temps, puis ensuite il a été déplacé à droite en espérant améliorer un petit peu la prestation de Sarabia. Et il a été un poison constant pour les Messins, comme il l'est depuis le début de saison. Comme l'a rappelé Lionel, il a une énorme activité, 87 ballons touchés, 9 dribbles tentés, 5 réussis, 3 tirs. Il a assumé ses responsabilités en tirant et en réussissant le pénalty qu'il avait raté contre Toulouse. C'est le dernier attaquant titulaire encore valide. On l'attendait en leader offensif, il a répondu. Et il a participé aussi sans s'économiser à l'organisation défensive. Bon, il est encore un peu juste physiquement, il a terminé la rencontre un peu rincé. Dagba en 3 parce que voilà, aujourd'hui, le titulaire en latéral droit, c'est lui, c'est plus Meunier. Bon, évidemment, l'adversité n'est pas très forte avec le Belge qui est en chute libre, mais il est à la fois efficace défensivement, je trouve. Il lit bien le jeu, il est capable d'intervenir de façon propre, il est assez agressif malgré son petit gabarit, il est bien concentré. Mais il est également meilleur, je trouve, que le Belge offensivement actuellement parce qu'il se projette régulièrement. Il réussit beaucoup de ses centres et il n'hésite pas à provoquer pour éliminer ses adversaires. Encore un match plein pour lui, un de plus, peut-on dire maintenant. Et puis, j'ai rajouté un petit quatrième, une petite gâterie, un top spécial à Tourelle qui doit composer avec les remous de Feuilleton Neymar, son leader d'attaque,
qu'il voit tous les jours en entraînement et qu'il ne peut pas utiliser, qui déplorait en plus une cascade de blessures qui limitait encore ses choix. Le problème dans les choix, c'est pas tellement de faire de mauvais choix, c'est d'avoir la possibilité d'en faire des bons. Et actuellement, vu les manques qu'il a, c'est pas toujours facile. Je trouve qu'après une période post-Manchester où il avait semblé plus subir qu'agir, il recommence à prendre des décisions fortes, comme cette titularisation d'Aouchiche alors que Paredes était disponible. Et puis ces efforts de mise en place d'un bloc soudé et agressif à la perte du ballon, moi je les ai vus en train de payer cette fois-ci, parce que j'avais rarement assisté à une équipe du Paris Saint-Germain aussi concernée et efficace au pressing et à la récupération collective que celle de ce match-là. Très bonne rentrée de Paredes d'ailleurs au passage. Lionel, ton top 3. Moi, j'ai mis en 1, j'ai mis Di Maria. Alors, parce que la ligne offensive, j'ai trouvé que c'était le meilleur. Et je trouve qu'il était au four moulin, sachant que Sarabia, je l'ai trouvé un peu décevant. Et Choupo, il a fait son match, mais bon, il a surtout servi de pivot. Et je voulais remettre Di Maria en 1 par rapport à son activité. En 2, pareil, j'ai mis le duo Verratti-Gay, surtout par rapport à leur seconde mi-temps. Je trouvais très intéressant. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est de voir que Gay instaure un peu le tempo dans l'intensité du pressing, dans l'activité. Je vois, alors ça reste que Metz, mais je vois Verratti être un peu plus actif et produire beaucoup plus d'efforts, mais tout en ayant cette capacité de tenir plus longtemps. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il court un peu moins dans le vide et autres, mais je trouve que ça a l'air prometteur pour l'instant. Il faudrait voir comment ça se passe quand il y aura tous les joueurs à disposition. Et en 3, j'ai hésité, je vais mettre Dagba, que je trouve très intéressant, mais je voulais quand même parler de Thiago Silva, que j'ai trouvé vraiment très très bon lors de ce match. Alors moi, par rapport à ses caractéristiques, je vois que c'est un joueur qui a une très très mauvaise conduite de balle, donc je pense que ça l'aide pas pour se projeter vers l'avant. Lui, trouvé qu'il a quand même cherché à apporter un peu ce surnombre. Je l'ai trouvé très très intéressant pour ça. Voilà, je crois que tu n'es pas tout à fait d'accord. Ouais, mais j'ai déjà expliqué pourquoi j'étais pas d'accord. Mais déjà, je vais expédier Dagba et Silva que j'avais mis. Silva, pourquoi? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il me surprend par ses projections. Je te trouve un petit peu dur dans la conduite de balle. Mais passons. Et Dagba qui surprend sur son aile, qui a du mal à se faire prendre derrière et qui est de plus en plus intéressant et efficace offensivement. Après, il faut vraiment mesurer le fait que nous jouions contre Metz et que s'il se retrouve face à Cristiano Ronaldo parce que ce serait son côté, est-ce qu'il est prêt? Je ne sais pas. Tu dis son côté. Ouais, mais alors attendez, j'ai perdu le fil. Oui, voilà, moi je voulais revenir sur Gay. J'aurais pas mis Gay en top là parce que justement sa première mi-temps pour moi était très mauvaise. Mais c'était pas de son fait, c'est plus du fait de Tourelle qui avait, je sais pas, une demande que j'ai toujours pas compris à Gay et à Marco. Heureusement qu'il a rectifié le tir en deuxième, parce qu'en première, ce qu'il leur a demandé, c'était juste incompréhensible, quoi. Mais par contre, moi, je fais un petit peu un mea culpa. J'avais pas tant critiqué Gay, parce que je le connaissais pas, mais il m'avait beaucoup surpris contre Toulouse. Il y avait eu un moment d'errance en première mi-temps, et je l'avais trouvé très cohérent. Et là, c'est pareil, en deuxième mi-temps, c'est très cohérent. Je trouve que c'est un joueur qui fait les passes proprement, qui est là où il faut, qui fait les récupérations qu'il faut. Et je pense que c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel tu peux compter. J'imagine plusieurs milieux dans lesquels je le mets. Et voilà, c'était pas un top, mais je voulais en parler parce que j'avais pas pu en parler par rapport à Toulouse. Et donc j'avais envie de mettre un mot dessus. Et enfin, mon troisième top, ça va être Choupo. Alors, il y a aussi le reste de Toulouse, mais je l'ai trouvé parfait dans son rôle. C'est un profil que je n'aime pas du tout. J'ai toujours détesté les Giroud et consorts, mais force est de constater que dans un rôle à la Giroud, il a été parfait. Il a fait le taf, il était là, j'ai trouvé, moi, alors, pour Di Maria, on en a déjà parlé tout à l'heure, pour moi, Di Maria n'était pas le plus cohérent devant. J'ai trouvé que c'était Choupo-Moting le plus cohérent devant, et donc c'est lui que je mettrais en troisième temps. Très bien. Moi, je rajouterais Petit Bernat, qui avait été catastrophique contre Toulouse, qui a été bien mieux à Metz, aussi bien défensivement qu'offensivement. Il tire notamment le penalty, il a fait plusieurs décalages. Intéressant. On va passer maintenant au flop. Lionel, tu prends la main.
Au niveau des flops, j'en ai pas. Enfin, je trouve que ce serait un peu. Peut-être. Allez, le seul que je trouve qui a vraiment été en dessous, c'est Sarabia. Après, le reste de l'équipe, j'ai trouvé. Je les ai trouvés assez cohérents. Donc, le seul que je placerais serait Sarabia, que je trouvais qui était pas très. Qui n'était pas en pleine forme. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il a quand même joué pas mal. C'est un joueur qui est là depuis le début de la préparation physique et qui, peut-être physiquement, est un peu plus en difficulté. Donc, voilà. Oui, Parias. Alors, pour commencer, j'avais aussi Sarabia, mais je vais aussi le dire parce que effectivement, il a beaucoup trop raté. Mais j'ai envie de mettre un bémol dans le sens où il a été trop rarement bien servi. Il était vraiment servi de manière dégueulasse dans des situations où il est très difficile de s'en sortir. Ça aurait été Neymar, il s'en serait sorti. Mais c'est un joueur comme Sarabia, c'est un joueur à qui il faut donner le petit temps d'avance. Il va pas pouvoir le générer à lui tout seul. C'est un joueur qui, quand il aura le petit temps d'avance, va pouvoir le démultiplier parce il cherche toujours la solution offensive qui est la solution intéressante. Mais effectivement, quand un joueur est tout de suite sur lui, il va avoir du mal à s'en dépêtrer et la responsabilité de sa performance, je ne la mets pas que sur lui. Ensuite, je vais faire hurler Olivier, mais j'ai nommé Marco Verratti en flop. Oui, il est décisif. En effet, il est décisif, mais il est décisif sur coup pied arrêté. Et j'attends les moments où il va trouver où les offensifs. Je veux dire, on prend Aouchiche. Aouchiche n'a pas été servi une seule fois. Alors qu'Aouchiche, si vous regardez bien la première mi-temps, il est disponible, mais plus que disponible, et il n'est pas servi, quoi. Et d'une manière générale, c'est un joueur qui alors tu as énuméré ses qualités avec énormément de talent et avec fort à propos. C'est un joueur qui est capable de se sortir des situations de pressing comme aucun autre n'en est capable, mais c'est aussi un joueur qui, avant de faire la passe, va faire à minima une touche de balle et le plus souvent 2 touches de balle. C'est très frappant parce que justement maintenant il y a Ganagay qui est à côté de lui qui fait des passes moins intéressantes mais qui fait des passes directement et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc Marco Verratti qui devrait être un accélérateur de jeu et en l'occurrence c'est plutôt un ralentisseur de jeu. Et ça pose problème parce que si on a Ganagay et qu'on a Marco Verratti, Ganagay qui lui a un seul boulot, c'est de faire la passe propre à un 8 pour que ensuite le 8 la redistribue devant et qu'à côté de ça on a Marco Verratti qui, lui, a du mal à trouver les offensifs, vraiment du mal à trouver les offensifs, et c'est pas parce qu'il les trouve sur un coup franc que ça va changer le propos, ça pose un problème. Et enfin, j'ai un troisième flop, c'est Thomas Tuchel. Moi, je me demande, mais qui est-ce qui comprend ce qu'il fait? Cette première mi-temps, elle est juste hallucinante. T'avais Gay et Marco Verratti qui avaient une espèce de consigne, il y en a un qui monte et l'autre qui est derrière. Ça n'a pas du tout marché, et on s'est fait prendre dans notre dos en permanence. Enfin, j'en arrive à me demander si les joueurs comprennent ce qu'il dit. J'en arrive presque à trouver des excuses à Kurzawa qui ne comprenait rien à ce que demandait l'adjoint sur le terrain. Et je me demande ce que veut ce coach. Alors après, peut-être, encore une fois, on en est au début de la saison, on va voir ce que ça va donner derrière, mais je me demande vraiment ce qu'il veut. Olivier, ton flop 3. Moi, je peux simplement dire que j'ai compris ce que voulait Tourelle et je l'ai bien vu lors de ce match. Sinon, j'ai 3 flops, deux excusables et un petit peu moins. Sarabia, j'ai les mêmes réserves que celles qu'a formulées Lionel. C'est un joueur qui est un joueur expérimenté, mais là on a vu peut-être un petit peu ses limites. Oui, il faut être capable quand tu joues au PSG, même si tu ne reçois pas un ballon formidable, de faire du mieux. C'est ce que fait très bien Di Maria, c'est ce que fait très bien Verratti, c'est ce que fait très bien les joueurs décisifs de cette équipe. Sarabia, il a un petit peu plus de mal. Alors il a probablement l'excuse d'avoir beaucoup joué parce que c'est un des rares qui est valide. Mais je l'ai trouvé effacé, brouillon, il a perdu beaucoup trop de ballons, il n'a pas existé en attaque. Il a multiplié les mauvais choix. Par contre, il a bien tenu sa partition dans le pressing collectif qui a été impeccable. Et puis les deux que j'ai trouvé moins bons que le reste, mais bon, c'est excusable. Il y a Aouchiche, il vient tout juste d'avoir 17 ans et je pense que la marche est encore un peu trop haute pour lui. Il était positionné en soutien de Choupo-Moting et même si effectivement il s'est beaucoup dépensé, qu'il a montré quelques très bonnes possibilités techniques, il a peiné à exister tant offensivement que défensivement. Et petit à petit, probablement à cause de sa débauche d'énergie, il s'est éteint en perdant successivement quelques ballons chauds qui ont conduit Tourelle à le remplacer à 65e minute. Merci à lui d'avoir assuré cette prestation en cette période où l'effectif est très diminué. Le potentiel est manifestement là,
mais c'est encore un petit peu trop tôt pour lui. Et puis Boulka, il laisse passer un ballon sous lui qui aurait valu le bûcher à Areola, mais là, ça passe nickel, on ne sait pas très bien pourquoi. Premier match pro, l'Olivier. Oui, alors c'est effectivement son premier match pro à 19 ans, donc je lui pardonnerai. Et puis j'ai noté qu'il avait un bon jeu au pied. En tout cas, sa prestation d'ensemble m'a démontré qu'il ne fallait pas compter sur lui comme numéro 2. Ça semblait un trop gros risque et apparemment, c'est l'opinion du club puisqu'on verra plus tard qu'il a pris un numéro 2. Mais bon, il était venu en numéro 3 et voilà, il n'y a pas de surprise par rapport à ce qu'il est capable de démontrer. À son âge, il a encore beaucoup d'années devant lui pour progresser. J'avais juste oublié un petit commentaire sur Tourelle. Est-ce que je peux y aller, Baston? Encore? Ouais, c'était une petite remarque. La comédie Un pilote est dans l'avion prépare-t-elle un nouvel épisode? Voilà, c'est Merci tout. pour cette remarque, Darius. Moi, ce que j'ai retenu de tout ce match sur PSG, c'est qu'Olivier aime faire des gâteries à Tourelle. Il l'a dit mot pour mot. Un petit truc sur les blessures à répétition, est-ce que ça vous inquiète ou c'est juste un contre-coup de la prépa physique? Tiens, allez, Olivier commence. Alors c'est compliqué la préparation physique, surtout en ce moment où il y a des joueurs qui continuent à avoir des compétitions internationales au lieu d'avoir des vacances et donc qui reviennent dans des états de forme disparates. On sait que pour des équipes, des grandes équipes comme le PSG, il va être important surtout d'être prêt au moment du printemps. Donc la préparation foncière de l'intersaison d'été, elle est souvent très très lourde. Et maintenant, ces joueurs sont surveillés par des moyens médicaux extrêmement précis, à la fois des GPS, des prises de sang régulières, enfin, toute une batterie d'examens qui permettent de repousser un peu la limite. Mais quand on est à la limite, justement, il peut y avoir des accidents. Alors, Drayas parlait de Choupo-Moting, mais Choupo-Moting, c'est un coup, hein, ça n'a rien à voir avec la préparation physique. D'autres, effectivement, on peut mettre en cause, mais on s'aperçoit que c'est des joueurs qui ont des antécédents. Hein. Cavani, ça semble être le 3e épisode de cette liaison du droit antérieur qui l'a handicapé l'année dernière après cette frappe de mule sur un penalty. Donc, est-ce qu'il n'a pas une fragilité à cet endroit-là? Voilà, donc on s'aperçoit que le PSG n'est pas le seul dans cette situation en ce début de saison. Beaucoup de grands clubs ont une accumulation de blessures, le Real de Madrid en particulier. Et puis la Juventus, pendant des années, était considérée comme l'équipe, le club qui faisait travailler le plus ses joueurs au niveau de l'intersaison, avec pas trop de blessures. Donc c'est extrêmement difficile. Alors bien sûr, moi je connais, c'est habituel, hein, dès qu'il y a un problème physique, donc effectivement ça va être à cause de l'entraîneur, du médecin, etc. Mais tout ça demanderait une analyse un peu plus fine. Raya, est-ce que ça t'inquiète? Après, moi, je connais pas les faits, je connais même pas le nom du mec. J'ai juste lu à droite, à gauche que le préparateur physique, et d'ailleurs, c'est pas le médecin qui est en cause dans les quelques commentaires que j'ai pu lire, avait des charges de travail qui étaient très très lourdes. Il était critiqué dans Subotic, qu'il a eu à Dortmund. Voilà, il était déjà critiqué beaucoup à Dortmund pour ses charges de travail, et force est de constater que même si d'autres clubs ont les mêmes problèmes, nous avons ces problèmes-là, et il y a peut-être des problèmes de réglage, pas tellement au niveau des docteurs, mais au niveau de la préparation physique qui est peut-être trop lourde, surtout compte tenu du fait qu'on était en Chine, donc avec des chaleurs qui sont particulièrement étouffantes avec le truc, et qu'il aurait peut-être fallu faire un ajustement, et le mec a l'air, après j'en sais rien, je connais même pas son nom, mais il a peut-être l'air d'être un petit peu obtus dans sa manière de faire, et peut-être qu'il faudrait qu'il la réforme et qu'il la revoie et qu'il sache l'adapter aux circonstances particulières à droite ou à gauche. C'est ce que disait Subotic. Subotic disait que certains joueurs adoraient cette prépa-là, d'autres beaucoup moins, et qu'il n'adaptait pas à la personnalité, mais plus à l'ensemble du groupe. Et du coup, ça crée des disparates au sein du groupe, avec certains joueurs qui ne supportaient pas, d'autres qui le supportaient. Alors, deux bémols là-dessus. D'abord, Subotic est un anti-Tourelle primaire et qui n'arrête pas de critiquer parce que ça s'est mal passé avec lui. C'est le seul qui a proposé ce genre d'argument. Et le deuxième argument, il ne faut pas penser aujourd'hui à des responsabilités individuelles. Une préparation d'avant-saison, c'est quelque chose de collégial, qui est totalement sous le contrôle de l'équipe médicale. Donc, il ne faut pas croire qu'un préparateur physique peut tout seul dans son coin décider des charges de travail, etc. Donc, non, tout ça, c'est les choses habituelles. Quand les joueurs sont mauvais, c'est parce qu'ils ont été en boîte la veille, etc. Donc, il faut sortir de ces marronniers qui n'ont aucun intérêt. On n'a aucun argument
pour juger de tout ça. Et moi, je crois que ce sont des professionnels lui, c'est ce préparateur physique, il exerce depuis de très nombreuses années. Si c'était vraiment un mec dangereux, il serait au chômage depuis très longtemps. Donc, c'est quelque chose de collectif et on n'a pas tous les éléments en main pour charger tel ou tel. Et autant avoir les blessures en août plutôt qu'en février cette saison, ce serait pas mal. L'un Lionel, n'empêche malheureusement pas l'autre. Non, je veux pas faire dans la surenchère. Comme on dit, je maîtrise pas trop le sujet. Après, le seul truc que je peux dire, par exemple, par rapport à Cavani, j'ai eu la même blessure. Je l'ai traîné pendant presque 2 ans et demi. Tu as l'impression que ça va mieux. Une frappe, ça lâche. Tu reviens rapidement, ça relâche rapidement. Donc, c'est compliqué. Je pense que chacun est différent. très bien. On va passer maintenant à la rubrique Mercato avec beaucoup d'infos. On va commencer sur le cas Neymar. Ça a été long, très long, affreusement long. Finalement, Neymar reste. Est-ce que vous êtes satisfait, de cette conclusion du dossier et de la manière dont Leonardo a pu gérer ce cas? Darius? Moi, c'est particulier dans le sens où je suis animé vraiment d'une frustration concernant Neymar. Ne pas avoir vu un tel joueur quand ça comptait. Parce que, mine de rien, il s'est blessé à chaque fois au mauvais moment. Donc, je manque un peu d'objectivité sur le sujet parce que cette frustration m'amène à vouloir le voir sous notre maillot briller des mille feux qu'il est capable de briller. Maintenant, si on sait faire être objectif, le Canet, il pose deux gros problèmes. Notre budget, ou notre absence d'eux, mais notons au passage que Leonardo est un magicien. Et en deuxième point, le risque de rechute qui est réel avec ce joueur, et surtout qu'il est dans un environnement, il va rester dans un environnement, il est, mine de rien, même s'il annonce qu'il sera professionnel, il est dans une contrariété. Lui, il voulait vraiment partir, donc peut-être que la rechute sera d'autant plus probable qu'il a une contrariété qui va l'animer. Mais du coup, quand on aligne tout ça, sauf que Léo, encore une fois, est un magicien, on aurait dû, si cela avait été possible, vendre Neymar. Au fond, après, je laisse, une fois que ça s'est dit, moi je laisse ma sensibilité parler et je continue d'avoir envie de le voir. Reste donc maintenant la problématique de la gestion du dossier. Pour ce que l'on en sait, j'ai trouvé que Léo, qui est un magicien, et je pense que le clan Ney n'a rien à lui reprocher, et je pense que ça a été géré d'une main de maître par Léo. Tu as oublié de dire que Léo était un magicien. Ah, je ne l'ai pas dit. Ah, donc Léo est un magicien. Olivier, est-ce que pour toi ça a été bien géré, ça n'a pas été trop long, ça n'a pas empêché notre mercato de se mettre en place? Quel est ton avis là-dessus? La première partie de ta question, c'était de savoir si j'étais satisfait ou pas que Neymar reste. Alors je répondrai les deux à la fois. Je suis satisfait parce que un tel joueur est difficilement remplaçable. Un tel joueur, c'est tellement extraordinaire qu'il soit au PSG qu'on ne peut qu'être satisfait qu'il reste. Et puis on sent avec son absence qu'il tient une place capitale dans l'animation offensive de Tourelle et que maintenant il connaît bien l'équipe. Donc c'est forcément aujourd'hui la plus grosse recrue du PSG avec le fait qu'il reste dans l'équipe. Et je ne suis pas satisfait, ou plutôt je suis inquiet de l'état d'esprit avec lequel il sort de ce long feuilleton où il n'a cessé de vouloir à tout prix quitter le club, allant jusqu'à proposer de participer financièrement au montage. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et comment il va ressortir de tout ça? Quelle va être son envie de redevenir ce qu'il était, en tout cas au PSG? Et puis, comme Drayas, son passé traumatique me laisse un doute sur son avenir physique. Donc, je suis un peu mitigé par rapport à ça. En ce qui concerne mon jugement sur l'attitude de Leonardo, je retiens surtout que son discours n'a jamais changé depuis ses premières déclarations. Neymar veut partir, et bien Neymar peut partir à la condition que l'acheteur satisfasse les demandes du club, lesquelles ça n'a pas varié non plus. C'était une somme importante en cash, voire quelques joueurs, mais qui pouvaient essentiellement remplacer Neymar. Le Barça est présenté comme le dernier acheteur possible, étant dans l'incapacité de répondre à ces conditions. Il n'a pas cherché à limiter les exigences du club, il est resté ferme jusqu'au bout. Et voyant que les choses ne se feraient pas, il a préparé intelligemment la réintégration de la star en tenant un discours apaisant, en vantant ses qualités sportives et humaines, mais également ferme pour lui rappeler ses obligations. Neymar reste et Neymar restera comme un joueur du PSG comme tous les autres. Et pour tout ça, je dirais que cette gestion, c'est un sans faute. Très bien, Lionel, est-ce que tu partages l'avis de tes deux compères? Oui, après, moi, j'ai peu d'attache aux joueurs. Donc, je suis content de garder un joueur exceptionnel à partir du moment où il a un état d'esprit irréprochable. Donc, si Neymar
décide de rester, de démontrer au monde entier que c'est un joueur qui est capable d'être un top 3, je pense que le Paris Saint-Germain en sort gagnant. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire à son sujet, c'est un joueur qui a quand même, comment dire, c'est un joueur qui sera revanchard. Et voir qu'il y a peu d'équipes qui ont été prêtes à faire les efforts, parce que je pense qu'ils ont des doutes sur sa capacité physique, sa capacité à retrouver peut-être son vrai niveau, peut aussi le pousser à sortir une saison exceptionnelle pour s'assurer qu'au prochain mercato, il devienne la priorité d'un club. Donc, je pense que s'il est dans cet état d'esprit, on sera forcément gagnant. Et donc, oui, après, concernant Leonardo, je pense que quand on connaît un peu le personnage, on savait, j'ai vu pas mal de gens l'insulter ou autre par rapport à des infos qui sortaient à droite, à gauche. Bon, c'est une personne qui est, c'est pas la personne parfaite, hein, il fait des erreurs, quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui, à ce niveau-là, je pense que c'est pas nous, petits supporters, qui allons lui apprendre comment gérer ce genre de dossier. Et je lui faisais confiance et voilà. Après, c'est comme ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Lionel. Il y a juste ce ouch de la possibilité de la blessure qui peut tout remettre en cause, malheureusement. Moi, je rajoute un autre petit point, on en reparlera tout à l'heure, mais on a l'impression qu'on n'a pas vraiment d'argent ou qu'on est plus à l'équilibre. On doit vendre pour pouvoir acheter. Une vente de Neymar va peut-être plus permettre de régler d'autres points faibles comme les postes des latéraux, d'avoir une équipe encore plus cohérente. Mais effectivement, Neymar, je pense, fera sa saison. C'est un joueur qui aime jouer déjà. Et c'est un joueur qui a un ego. Donc, s'il est tranquille niveau blessure, il devrait enfin nous régaler à partir des 8e de Ligue des Champions. On attend que ça. On va passer maintenant sur les gardiens de but avec donc une toute nouvelle hiérarchie. On a tout effacé. On recommence tout à ce poste. Donc, Navas arrive de Madrid pour être numéro 1. Il signe pour 4 ans, 15 millions d'euros environ. Arola, lui, fait le chemin inverse. Il est prêté sans option d'achat pour 1 an au Real Madrid. Et en numéro 2, Sergio Rico, donc, qui vient de Séville, qui lui est prêté sans option d'achat. Donc une hiérarchie claire, Navas 1, Rico 2. Est-ce que vous êtes satisfait de ce renouvellement complet, Olivier? Alors pour emprunter à Draias, un de ces top flops qui ont fait sa légende, je dirais que je suis autant interrogatif que satisfait. Alors en ce qui concerne Areolas, son départ me semble inévitable dans l'impasse présente où le manque de confiance du club vis-à-vis du joueur, la discussion permanente de son statut, rejaillit manifestement sur sa confiance en lui. Quoi qu'on pense des qualités d'Areola, et moi je persiste à dire qu'il en a, on ne peut plus penser qu'il les exprimera au PSG actuellement dans ce contexte. Alors, le statu quo n'était plus tenable et ça va nous débarrasser d'un climat de lynchage permanent qui devenait véritablement horripilant. Ouf, on va enfin parler d'autre chose. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur la gestion de son contrat en décembre dernier. Ou alors qu'il lui restait 1 an, on lui a signé une prolongation de 5 ans, assortie d'une augmentation par 4 du salaire, témoignant a priori de la confiance qu'on avait en lui. On lui a jeté ensuite Papy Bouffon dans les pattes et on l'a poussé aujourd'hui à partir en recrutant Navas. Je crois que c'est là un des exemples éclatants des dossiers foireux qui plombent le club et dont Leonardo a parlé dans ses déclarations d'après-match. Maintenant, je me pose aussi la question du choix de Navas pour le remplacer. Aujourd'hui, tout le monde, soulagé du départ d'Areola, salue avec des cris de joie ce chassé-croisé. Mais apparemment, beaucoup l'ont oublié, mais j'ai entendu ces mêmes cris il y a 1 an, lors de l'arrivée de Buffon avec les suites qu'on connaît. Et est-ce qu'on est totalement sûr que Navas va réussir à Paris? Alors d'accord, c'est le gardien des 3 Ligues des Champions du Real, mais ça n'a manifestement pas suffi là-bas pour dissuader le club de chercher un meilleur que lui avec le recrutement de Courtois. Et malgré une saison de celui-ci en demi-teinte, il a été repoussé sur le banc. C'est donc le numéro 2 de Madrid qui arrive à Paris pour être le numéro 1. Mais n'est-ce pas au fond son petit prix qui a emporté la décision alors qu'on est en incapacité financière actuellement de recruter un top? Ça, c'est la question que je me pose. Et puis, avec curiosité, vraiment sans malice, j'attends de voir, parce que ça m'intéresse, qui de Navas ou d'Areola, qui semble avoir été accueilli sans réticence par Zidane, va profiter le mieux de cet échange. D'autant qu'on est au PSG et que depuis Bernard Lama, je n'ai pas souvenir d'un gardien qui ait vraiment réussi dans le contexte parisien.
Au moins, Navas n'aura pas à subir de concurrence, et ça est clairement le titulaire, et ça, c'est un gros avantage. Alors, en ce qui concerne le choix du deuxième gardien, Trapp parti, il se posait la question que le numéro 2 soit Boulka. Bon, j'ai à repousser ça, puisque c'est Serge Rico, 25 ans, du FC Séville, déjà prêté l'an dernier à Fulham, qui vient en près d'un an avec option. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur qui, après des débuts, s'est un peu perdu en chemin? Fulham, il a été l'auteur d'une saison assez catastrophique, 59 buts en 32 matchs. Alors, si j'ai un doute sur la plus-value Navas-Oreala, j'en ai aucun sur la moins-value Rico-Trapp. Mais quand tu n'as pas de sous, tu es obligé de faire des paris, et celui-là en est un. En tout cas, je me réjouis pour ce garçon, pour qui ça devait être une divine surprise, alors que Séville ne comptait manifestement plus sur lui. Et puis, si ça ne marche pas, au moins, ça sera facile de s'en débarrasser, contrairement à certains autres boulets coûteux, puisqu'il est simplement prêté avec une option d'achat non obligatoire. Rico, c'est quand même un gardien qui est international, qui a gagné 2 Europa League, qui a fait des bonnes saisons en Ligue 1. C'est vrai que l'année dernière, il a été catastrophique. Non, mais ça fait 2 ans. 2 ans qu'il est en chute libre. Hein. Après, il a 26 ans. Oui, mais d'accord. Mais enfin bon, Trapp, c'était quand même mieux que Rico. Hein. Certes, mais Trapp a envie de jouer, Rico pour jouer les coupes nationales. D'accord, mais là, on parle de la valeur des joueurs. Là, tu me sors le contexte. Quand tu perds Trapp et que tu fais venir Rico, c'est moins bien pour le club. Oui. Ok. Lionel, ton avis, toi? Moi, je suis un grand fan de Navas, donc je suis quand même très content de récupérer ce gardien. Je trouve que c'est un gardien qui est sous-coté. Et je pense aussi qu'il y a un contexte aussi à prendre au Real Madrid, qui est le côté un peu commercial marketing. C'est-à-dire que je pense que c'est un joueur qui, en termes de marketing, n'a pas l'aura d'un Courtois dans le monde des gardiens en Europe. Donc ça vend moins de maillots et autres. Mais je trouve que c'est un gardien qui a été extrêmement décisif. C'est-à-dire que c'est pas... Je me rappelle par exemple d'un Victor Valdés qui, au Barça, profitait plutôt de la grande domination de son équipe, alors que Navas, je trouve, a vraiment été très décisif sur les parcours du Real Madrid, en tout cas les 3 Ligues des Champions. Et après, concernant Sergio Rico, alors la saison dernière, c'est vrai que c'est une saison catastrophique. La saison d'avant, je me souviens, c'est Séville qui élimine Manchester United, où il était auteur de prestations de très haut niveau. Donc après, Fulham aussi, qui avait une équipe catastrophique, peut-être que ça n'a pas aidé. Puis l'Angleterre, c'est un championnat qui est particulier pour les gardiens. Je me souviens de la première saison de De Gea où il avait été catastrophique. Et donc, je dis pas qu'il... Enfin, pour ce que j'ai vu de lui, alors à son meilleur niveau, je pense qu'il est un petit peu plus fort que Trapp. Mais après, la question, c'est de savoir quel est son niveau réel. Est-ce que c'est celui qu'on a pu voir il y a un an et demi ou celui qu'on a pu voir la saison dernière avec Fulham? Mais en tout cas, je suis très content, moi, de l'arrivée de Navas et je souhaite très bonne chance à Areola parce que je reste persuadé que c'est un gardien qui a toutes les caractéristiques pour être un très bon gardien. Le seul problème, c'est que mentalement, je pense qu'il n'est peut-être pas armé pour franchir le palier qu'on se doit d'attendre d'un joueur avec autant de qualité physique. Alors, c'est vrai qu'il a peut-être un problème au niveau du jeu du pied, mais au niveau physique, c'est-à-dire que tout ce qui est détente, jump et autres, je trouve que c'est un gardien qui a toutes les caractéristiques pour être un bon gardien, mais malheureusement, qui manque ce côté mental qui rend un gardien très sûr et capable de soulever des montagnes. Yes. Il y a Areola Rico, il y a un parallèle à faire qui est assez marrant, c'est de voir les cris de joie sur Twitter des Parisiens au départ d'Areola et de voir les cris de joie des Sévillans au départ de Rico de Séville. Maintenant, moi, Rico, je le connais absolument pas, je sais ce qu'il a fait il y a 2 ans, je vois juste que il apporte l'adhésion par son départ. Un petit peu comme Areola. Et Areola, d'une manière surprenante, je vais prendre sa défense pour une fois. Effectivement, c'est un joueur qui... mais est-ce que c'est pas trop tard? C'est un joueur qui avait des capacités, mais il a voulu s'imposer à Paris, il a voulu se mettre des pressions, il n'est pas fait pour se mettre des pressions comme ça. Il s'est mis une chape de plomb sur la tronche et à l'arrivée, il s'est fait insulter en veux-tu, en voilà sur Twitter quand il était à Paris, à raison pour partie et de manière exagérée pour l'autre. Et il va se retrouver au Real Madrid où il commence déjà en train de se faire insulter. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a bien flingué sa carrière en voulant absolument s'imposer à Paris et s'est complètement perdu en cours de route. Concernant Navas, je trouve que la comparaison avec Buffon de Olivier, elle est un petit peu osée quand même.
Navas, il faut savoir que Zidane voulait le garder, que Courtois a été imposé à Zidane. Et la raison de son départ et la raison de son prix, c'est juste qu'il lui restait qu'une année de contrat. Et c'est un joueur qui est respecté au club, qui a apporté beaucoup au club. Et c'est presque une fleur que le club lui fait de le laisser partir, etc., dans ces conditions, parce que le joueur l'a demandé et qu'il est respecté. C'est un joueur qui a beaucoup prouvé. Alors bien sûr, on ne peut pas être sûr. Peut-être que tout à coup, ça va devenir l'année de sa déchéance. Mais rien ne l'annonce. Et on peut enfin se satisfaire d'avoir un numéro 1 à Paris et un vrai. Et tout porte à croire qu'il sera capable de performer et d'apporter une vraie plus-value comme Lionel l'a mis si bien en avant. Pour Rico, j'en ai déjà dit tout ce que j'en savais. J'ai l'impression que c'est un pari, mais j'ai l'impression que c'est un pari un peu foireux. Maintenant, c'est comme ça. Et sur l'ensemble, bah voilà, il y a juste une mauvaise nouvelle. C'est Areola. Pour lui comme pour nous, il aurait mieux valu un transfert parce qu'on va se retrouver à parler de lui l'année prochaine. Ça va encore faire beaucoup de blabla, blabla, blabla. Il va encore s'en prendre plein la gueule. Alors que c'est un joueur qui, dans l'ensemble, mérite mieux. C'est un joueur qui est fait pour aller dans un 5-6e de championnat et de performer dans 5-6e de championnat. Mais j'ai l'impression qu'à vouloir manger trop grand, il s'est complètement perdu. Et je ne sais pas s'il pourra s'en relever un jour. C'est vrai que avant l'arrivée de Navas, ça devait être De Rea qui devait signer au Real en échange de Navas, justement. Et on avait l'impression que Florentino Pérez voulait son gardien galactique espagnol. Voilà, Courtois, blabla. Après, on verra bien Navas. Pour un gardien, il est encore assez jeune, 32 ans. Normalement, il a encore ses 3-4 bonnes années devant lui. On verra bien. On espère. À titre de boutade, parce que j'entends bien, effectivement, la comparaison avec Buffon était un petit peu forcée, mais le fait du joueur auquel Zidane tient, qui laisse partir à contre-cœur, j'ai un vieux Roland de l'histoire de Ressé, vous savez, on nous avait dit que Ressé, c'est pareil, Zidane voulait le garder, et même qu'il voulait négocier une clause de retour prioritaire pour le Real. Donc, toutes ces appréciations de club, quand on les regarde un peu avec le recul, ça fait sourire. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Navas. Je crois que c'est un bon gardien. C'est pas un top gardien, c'est un bon gardien. Maintenant, ce que je crains plus pour lui, c'est le contexte parisien, parce que je rappelle que depuis Bernard Lama, aucun gardien, quel qu'il soit, n'a réussi au Paris Saint-Germain. C'est vrai, c'est vrai. Après, juste pour finir, je crois que c'est le premier gardien qui arrive au Paris Saint-Germain et qui ressemble un peu à Bernard Lama dans ce cas. Bravo Lionel, bravo pour cette pirouette. J'espère qu'il vaincra le signe indien des gardiens du PSG. Alors là, on va passer à un autre dossier. Dreyas est en stress toujours, car ce n'est toujours pas officialisé. Il regarde chaque 5 minutes si c'est le cas. Voilà, encore une fois. Mais Paris va accueillir, je ne dis pas de vrai, Paris va accueillir peut-être sa star du mercato, Mauro Icardi, qui arrivera en prêt, sûrement avec option d'achat, donc en prêt de l'Inter de Milan. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de ce joueur? Et je vais vous demander aussi comment jouer avec Lionel. Écoute, c'est difficile de le dire sur les réseaux sociaux parce qu'on va traiter de fou, mais moi, c'est un attaquant, de toute façon, on en a discuté en off, c'est un attaquant que je rêvais de voir au Paris Saint-Germain, au-delà des histoires avec sa femme ou quoi que ce soit. Juste en aparté, avant de parler un peu plus de lui, ce genre de profil de personnes, on parle avec sa femme, un peu Rabiot avec sa mère et même Neymar avec son père, on a tendance à oublier que ce sont des personnes où leur carrière est gérée par une personne qui ne s'occupe que d'eux. Et souvent, dans le milieu du foot, ça pose problème parce que ce sont des gens donc, qui vont avoir une exigence énorme pour leurs clients parce que ils n'ont qu'un seul client et donc ils n'ont pas besoin de garder une relation de confiance, entre guillemets, avec leur employeur, comme peut avoir, par exemple, un Raiola qui sait que, par exemple, avec le Paris Saint-Germain, il faut quand même qu'il fasse des concessions parce qu'il aura peut-être d'autres joueurs à placer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas avec Wanda, ce n'est pas le cas avec Madame Rabiot et ce n'est pas le cas avec le père de Neymar, où les histoires de gagner de bonnes relations avec X ou Y, ça ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont qu'un seul client, c'est leur poulain, leur fils ou autre. Et c'est quelque chose qui, dans le milieu du foot, dérange souvent. Et à partir du moment où on sait que c'est les clubs qui, médiatiquement, ont la force et le pouvoir, c'est très facile de faire passer Madame Rabiot ou autre pour les personnes qui sont le diable ou quoi que ce soit. Alors, je ne dis pas que ce sont des anges, que ce sont des gens très faciles à manipuler ou à gérer, mais je pense que des fois, ils ne sont pas les pires ou les personnes les plus
la description dont on en fait est souvent pour moi un petit peu exagérée, surjouée. Et je pense que c'est un joueur qui va nous apporter beaucoup et qui peut jouer seul en pointe, qui peut aussi jouer avec Mbappé à ses côtés, qui est complet, qui pour moi, c'est un joueur que j'adore. Voilà. Drayas, ton poulain. Tu avais fini, Lionel? Oui, j'ai fini. Ah, pardon. Bah ouais, moi je vais pas aller à l'opposé de toi, dans le sens où pour moi Icardi, à mes yeux, c'est le meilleur neuf à l'heure actuelle dans le monde. Je le mets devant Lewandowski. Très loin, il était à un Inter qui avait un style de jeu particulier. Et d'ailleurs, c'est une critique qu'on entend qui est récurrente à son sujet. C'est pas une critique, mais c'est une interrogation. C'est est-ce qu'il est capable de participer au jeu? Moi, je sais, pour l'avoir vu quelques fois avec l'Inter, je sais que c'est un joueur qui, quand il faut frapper, frappe, mais qui est tout à fait capable aussi de choisir la passe. C'est un joueur qui fait très très souvent le bon choix quand il est dans la zone de vérité. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est capable de faire le bon choix quand il est en dehors de la zone de vérité? Moi, j'ai tendance à croire que oui, parce que c'est un joueur qui est techniquement très très à l'aise. Mais ça, on verra. Et peut-être qu'effectivement, Icardi n'est qu'un neuf. Moi, je suis persuadé qu'il peut être encore plus que ça. Et il y a le problème avec Vanda. Et au-delà de ce dont tu viens parler, il y a toute la fantasmagorie masculine. Oh, il a piqué la femme d'un pote, blablabla. Mais si on reste sur le terrain, pour moi, c'est un délice de joueur. Et je pense que Icardi, avec un jeu de possession, peut affoler pas mal de compteurs, parce que faut bien penser que quand il était à l'Inter, effectivement, il n'est qu'un but tous les 2 matchs, on va dire, mais c'était vraiment un jeu de contre, vraiment fait pour le contre, et ça sera très différent à Paris. Alors pour moi, vas-y. Juste avant, je te coupe un peu, juste pour ajouter, en plus de ça, c'est quand même un joueur qui a été formé au Barça, qui vient de l'école barcelonaise. Donc je pense que c'est un joueur qui est capable aussi de participer au jeu, de pouvoir combiner avec d'autres joueurs. Et il le montre, en plus à l'Inter, il le montre dans la surface de vérité. La question, c'est qu'il ne le montre pas tellement quand, par exemple, il est aux 40 mètres, etc., parce que c'est pas le jeu de l'Inter. Mais après, comment est-ce qu'il va se comporter à Paris, ça, on ne sait pas encore. Mais même si on trouve que le 9, on sera gagnant. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Après, la question se pose comment jouer avec. Moi, je vois, il y a avec deux devant et lui qui serait devant. Et à ce moment-là, il faudrait demander à Kylian de sacrifier. On pourrait passer à 2 attaquants indices. À ce moment-là, on pourrait se retrouver dans un schéma qui pourrait être intéressant, mais je ne sais pas si Tourelle l'oserait. Ce serait le 3-2-3-1, qui à mes yeux serait, ou 5-2-1-2 si vous préférez, qui à mes yeux serait le plus adapté avec les. Ça fait que 9 joueurs. Ah 5-2-1-2, ça marche. Attends, alors j'en ai oublié un. Attends, il faut que j'y réfléchisse. C'est 3-2. Ah non, c'est 3-2-3-2. C'est 3-2-3-2. 3-2-3-2 ou 5-2-1-2. Mais c'est la même chose en fait. C'est juste où est-ce que tu passes les latéraux. Mais comme on a des latéraux qui ont plutôt tendance offensive, je pense que c'est un schéma que j'aimerais beaucoup voir et que justement, pour moi, Marco Verratti ne peut jouer que dans un milieu à 2. Là-dessus, ça, il faudrait qu'on en parle et c'est limite, ce serait un podcast à lui tout seul. Mais ce serait un schéma qui serait très intéressant. Et puis enfin, on peut envisager le sapin de Noël. Enfin, pour moi, c'est un joueur qui peut à la fois inévitablement il sera devant, mais je suis persuadé qu'il pourra gérer les combinaisons. Et je pense que comme Tourelle a envie de jouer la carte plutôt défensive, ça sera un sapin de Noël 4-3-2-1 ou 4-3-1-2. Et on verra ce que ça donnera. Et inévitablement, il y a Kylian. Je pense que Kylian saura parfaitement jouer, surtout que c'est des qualités qui sont différentes. Icardi fait des appels pour recevoir la balle, alors que Kylian fait des appels pour recevoir la balle, mais pour partir avec la balle. Enfin, c'est vraiment pas le même profil. Et ils peuvent complètement se compléter, et je vois aucun souci. Il y a vraiment le choix. Il y a vraiment le choix des animations offensives avec ces joueurs-là. Le problème reste toujours le milieu et comment alimenter les attaquants. Très bien, Olivier, je crois que tu aimes beaucoup ce joueur, il me semble, d'après. Alors moi, je vais répondre vraiment à la question parce qu'elle était double. Êtes-vous satisfait et comment jouer avec? Alors, satisfait, on ne peut qu'être satisfait. Déjà parce que le mercato, même si on était conscient que les moyens étaient limités, c'était quand même pas ce à quoi nous avait habitué Leonardo. Donc là, d'un seul coup, il a le grand joueur qui vient couronner le dernier jour le mercato. Donc les circonstances de l'arrivée sont extraordinaires. Et puis surtout, on le recrute de façon intéressante puisqu'il est en conflit avec son club. On peut donc le récupérer en prêt, alors que le montant de son transfert aurait très certainement dépassé nos possibilités du moment. C'est un prêt assorti d'une option d'achat qui n'est pas obligatoire, qui peut donc nous permettre, en cas de réussite,
de lever l'option et de continuer avec lui et d'assurer ainsi la succession de Cavani. Et en cas d'échec, de pouvoir le renvoyer avec sa femme d'où il vient. Donc c'est vraiment zéro risque. Et je crois que sa femme, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'elle connaît bien Leonardo, qu'ils se connaissent bien, qu'ils s'apprécient. Et bon, elle est plutôt remontée contre l'Inter, ça va suffire. Comment s'arranger pour l'année, et elle est très heureuse qu'il arrive au PSG. Alors sur le plan du jeu, moi, très grossièrement, je distingue deux types d'attaquant de pointe. L'attaquant de pointe pivot, effectivement, la Giroud, le joueur qui joue en remise, qui peut parfois être un grand buteur, mais qui est surtout un joueur altruiste pour les autres. Et puis le joueur de surface, et je pense que Icardi ressort de cette catégorie. De ce que j'ai vu de ces matchs, peut-être effectivement en fonction du jeu de l'Inter, c'est vraiment un joueur qui est dans la surface, qui est en permanence à l'affût, qui fait des appels, qui a un jeu de tête absolument exceptionnel. Donc là, on va pouvoir centrer et avoir à la réception quelqu'un. C'était un petit peu ce qui pouvait inquiéter si on voyait l'arrivée de Dybala, hein, d'avoir des joueurs, des attaquants qui n'étaient pas des joueurs capables de peser dans la surface et d'être efficaces dans la surface. Finalement, il va avoir un petit peu le même rôle que Cavani, heureusement avec une technique moins rudimentaire que celle de l'Uruguayen. Et je crois qu'il peut jouer en pointe tout seul, ou alors jouer avec Kiki en 9,5 qui va tourner autour de lui. Donc c'est un joueur qui offre plein de possibilités tactiques. Et puis si on joue, comme je l'espère, avec un bloc bas et des ballons en profondeur, ouais, c'est un joueur qui est capable tout à fait de performer dans ce type de jeu. Et le gros avantage que l'on a avec lui, c'est qu'enfin, tous les postes d'attaque sont doublés avec deux joueurs qui sont performants. Choupo-Moting, malgré cette petite embellie récente, n'apparaissait pas comme un remplaçant sur la longue durée de Cavani. Or, on a l'impression que Cavani est un peu sur la fin, à la fois physiquement, même si ça reste un joueur extraordinaire et qui continuera à marquer des buts. Mais là, on est quand même rassuré d'avoir un joueur de 26 ans en pleine possession de ses moyens et qui est capable d'être le grand buteur nécessaire à une équipe comme le PSG. Je voulais juste rajouter une chose sur Icardi, si je peux. S'il y a des gens qui aimaient les appels contre appels de Cavani, tenez-vous bien parce que ceux de Icardi, c'est juste monstrueux. Je rajoute aussi une dernière petite chose qui n'a pas été dite. Contrairement à Cavani, même si je pense que Icardi n'est pas un joueur comme Benzema en faux neuf qui peut vraiment participer au jeu aux 40 mètres, c'est un joueur qu'on n'avait pas par rapport à Cavani, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très à l'aise dos au but et qui est très à l'aise dans les petites déviations aux abords de la surface. Donc ça change de Cavani, c'est une panoplie encore plus complète. Et c'est un joueur qui fait en moyenne une dizaine de passes décisives par an, mine de rien. On va passer maintenant à un bilan un peu plus global. Leonardo a annoncé après le match contre Metz qu'on était sur une année sans bling-bling, sans prétention. Il a un peu sous-entendu que ce serait une année de transition. Quel est pour vous le but de ces paroles? Est-ce que vous êtes en accord avec son constat? Et vous, quel est votre ressenti sur ce mercato parisien et sur les stratégies déployées par le club cet été, Darius? Je vais commencer par 4 mots et j'en mettrai un petit peu plus derrière. Les 4 mots, c'est enfin un directeur sportif. Ça avait manqué, on en vient à se demander pourquoi on s'est imposé toutes ces années. Les erreurs sont légitimes, hein, les erreurs arrivent toujours, leur répétition un peu moins, et à ce chapitre, le Paris Saint-Germain a été bien coupable entre le départ de Leonardo et le retour de Leonardo. La parenthèse Antero Henrique est à mettre un petit peu de côté, c'est une parenthèse bizarre qui a été satisfaisante par certains aspects, foireuse par d'autres. Elle est venue avec Pini Zahavi, avec Neymar, et voilà. Maintenant, sur le but de sa déclaration, c'est juste intelligent, c'est ce que fait Olas tout le temps, le but c'est d'enlever un peu de pression, je dirais même de ne pas mettre une fausse pression sur les joueurs et le coach, ça n'empêche pas de les mettre face à leurs responsabilités et face à leur devoir de progression. Et pour moi, il a 100% raison, il le fait parfaitement, c'est pas à prendre un pied de la lettre, hein. S'il faut remplacer Tourelle, si financièrement on peut, il le fera, mais c'est juste un sans faute. Sur le mercato parisien global, est-ce que tu as des manques? Sur le mercato parisien, il y a 10 000 manques, mais on savait tous, on n'avait pas l'illusion que Leonardo, aussi magicien soit-il, allait tout résoudre d'un coup de baguette magique. En un mercato, il y a tellement de manquements, il y a eu tellement d'incohérences qui ont été pondues au fil des années. Il y a pas mal de dossiers qui ont été... on parle de Sarabia et Herrera, qui, mine de rien, même si Sarabia était un peu décevant et Herrera est blessé, sont
globalement 2 satisfactions et 2 vrais ajouts qui, eux, sont ceux qui viennent plus de Enrique. Donc, il n'a pas tout fait tout seul, mais cette dernière journée, ce petit coup de bluff, enfin, c'est pas du bluff, mais c'est on aimerait bien Emre Can, paf, et ben, si Emre Can ne joue pas pendant 6 mois, on peut retenter en décembre, et ça se trouve, ça passe comme une lettre à la poste. Si on retrouve un mec qui est à la fois malin, à l'affût des opportunités, qui en même temps sait rassurer son équipe, enfin, pas rassurer, c'est protéger son équipe pour enlever un petit peu de pression et permettre à l'entraîneur de travailler dans de bonnes conditions. C'est du sans faute. C'est du sans faute. C'était un sans faute quand il y était. Et à son retour, c'est un retour sans faute. Pour moi, c'est du. Enfin, je lui mets 20 sur 20. Quoi. Olivier? Oui, je crois comme Drayas qu'il faut distinguer dans cette intervention de Leonardo à la fois la forme et le fond. Bah, la forme, c'est effectivement ce qui nous avait fait tant défaut aujourd'hui pour communiquer. La répartition des rôles est claire. Tourelle parle du terrain et Léo parle du reste. Le malheureux Tourelle est obligé de s'occuper de tout l'année dernière devant l'effacement total d'Enrique. Et là, on voit qu'il est très soulagé de tout ça et qu'il peut se concentrer sur son boulot. Alors vendredi soir, parce qu'il n'intervient pas si souvent que ça, mais vendredi soir, parce que la situation l'exigeait, on était en pleine fin du feuilleton Neymar, bah, Léo est monté au créneau, il l'a fait avec son aisance, son humour habituel, c'est vraiment une masterclass de ce qu'il faut faire en communication. Alors sur le fond, je crois que c'est un peu plus complexe son interview. D'abord, lors de sa première interview, on avait un petit peu hésité de savoir si c'était un bluff de ce qu'il disait, ce profil bas, etc., qui lui ressemblait pas. Eh ben non, on a vu que c'était pas du tout un bluff, et sauf une opportunité imprévue comme celle d'Icardi, il est impossible financièrement aujourd'hui, plombé par les coups de Neymar et Mbappé, plombé par la fin du contrat avec le Qatar de tourisme, avec le FPM, le PSG n'a pas les moyens de faire beaucoup plus que ce qu'il a fait, c'est-à-dire des joueurs solides, des joueurs d'effectifs, mais rien d'autre. Et là, il l'a fait de façon assez claire, il n'a pas hésité à dénoncer les erreurs du passé. Et la phrase clé, moi, que je retiens de cette interview, c'est organiser ce qu'on a. Voilà, aujourd'hui, le PSG est pas tant dans une politique de renfort de son équipe que d'essayer de faire le mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc, c'est bien pour ça qu'il ne pouvait rien dire d'autre que c'est une année difficile, donc une année de transition, aux ambitions limitées, surtout en Europe. Et on ne peut pas s'étonner de ce discours modeste, alors que seule la vente de Neymar aurait pu redonner au club la marge de manœuvre financière qui leur a permis de reconstruire plus vite l'effectif. Et puis, comme l'a souligné Drayas, alors que à la fois notre cher président, mais aussi les différentes personnes qui sont succédées autour de lui, n'hésitaient pas à foutre la barre très haut avec une victoire en Ligue des Champions chaque année, eh bien là, il a baissé la barre au niveau où elle doit être aujourd'hui pour prendre un petit peu de pression et la retirer à ses joueurs et à son entraîneur. Bien joué, c'est du Leonardo dans le style qu'on lui connaît. Et c'est ce qui nous a tant manqué depuis son départ. Lionel? Moi, je trouve que ce qu'il fait depuis son retour, c'est très intelligent, très réfléchi. Comme a dit Drayas, il a su analyser les dossiers qu'avait commencé Enrique et valider ceux qu'il pensait qui ne nous mettraient peut-être pas en danger financièrement. Par exemple, voilà, c'est ce qu'il a su faire. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui sait comment les choses se passent, comment les choses se font, et qu'il avait besoin en fait de faire cet audit interne, mais que ça ne peut pas se faire en un mois ou deux, qu'il a besoin de vivre à l'intérieur du groupe, de voir comment les choses vont se passer. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont fin de contrat, et je reste persuadé que pour lui, son premier vrai mercato sera celui du mercato d'été 2020, et que donc il s'est surtout obligé à offrir à Tuchel un effectif lui permettant de travailler correctement, donc avec des postes doublés, peut-être pas avec des joueurs de qualité exceptionnelle, mais de quoi bien travailler cette année, de faire quelque chose de peut-être cohérent. Et puis, commencer, lui, de ce côté, à vraiment voir les choses qu'il devra améliorer au fur et à mesure, et commencer à trouver aussi les moyens financiers de le faire. Et puis,
on l'a pu le voir sur les 2 dernières années où chaque fois, entre le 1er et le 30 juin, on est en train d'essayer à tout prix de vendre des joueurs pour à chaque fois boucler notre bilan financier à zéro. Là, on va arriver normalement, enfin, sauf si on recrute à tout va au mercato d'hiver, on va arriver au 1er juin avec, avec un bilan financier normalement qui devrait être, on va dire, équilibré et qui nous permettra peut-être de continuer à trouver les moyens d'augmenter financièrement les capacités du Paris Saint-Germain pour réaliser un mercato 2020 euh, qui devra être beaucoup plus étoffé, sachant qu'il y en a quand même pas mal de joueurs qui quitteront le club. Donc non, moi je trouve qu'il a fait un très bon travail. Et puis concernant l'année sans bling-bling, je pense que c'est assez cohérent au vu de l'outil de travail qu'on a aujourd'hui. On a un effectif qui est bon, qui peut peut-être sur un match faire une grosse surprise, mais quand on compare avec des équipes comme Liverpool, City, la Juve, le Barça, le Real, peut-être même le Bayern, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit dans cette... on a des joueurs exceptionnels, mais je ne suis pas sûr qu'on soit capable de rivaliser avec ces clubs-là. Donc je pense qu'il faut être cohérent et, comme a dit Olivier, ne pas mettre une pression trop intense sur nos joueurs et leur permettre d'être dans un environnement de travail optimal. Et c'est ce qu'on attendait du Paris Saint-Germain depuis des années, c'est-à-dire ne pas mettre une pression au niveau médiatique très fort sur le club, et puis à l'intérieur du club, laisser les joueurs dans une latitude, de laisser faire ce qu'ils veulent et ne pas avoir une exigence au sein du club. Et je pense que c'est ce que Leonardo est en train d'essayer de remettre en place. Et puis l'année de transition se justifie d'autant plus qu'on peut penser que en juin de l'année prochaine, ou Neymar ou Mbappé, et peut-être les deux, vont partir et vont permettre de redémarrer un nouveau cycle avec là tout l'argent disponible pour pouvoir reconstruire. Est-ce que je te trouve un tout petit peu dur, Lionel. Alors, à la fois, tu as raison dans le côté observation de Leonardo, et d'une certaine manière, Leonardo a vraiment explosé en fin de mercato. Mais à l'arrivée, Icardi n'est pas encore fait. Mais à l'arrivée, si demain on se réveille et qu'il y a Icardi et Navas, qu'il y a les petits pions, tu sais, comme un petit peu comme le petit poussé, il a posé ses petits pions pour Emre Can, pour un tel, pour etc., pour machin, peut-être pour l'hiver, pour apporter des renforcements ponctuels si c'est nécessaire. J'ai l'impression que le mercato peut être signé de Leonardo, et même s'il a pris son temps, à l'arrivée, il a quand même agi. Et quand il agit vite. Et ça, c'est un truc que j'aimerais mettre en avant sur sa personnalité. C'est un honnête menteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas dire la vérité, mais par contre, quand il veut quelque chose, il va te le nommer frontalement, et il va juste dire, tu vois, par exemple, il veut un joueur, il va juste dire, je te veux, et ça va marquer des points, et ça marque des points, et pourquoi? Parce que le mec, il est simple, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, il a un cap, il a pour préoccupation le Paris Saint-Germain. C'est Paul Le Guen qui mettait ça en avant, qu'il était concerné par l'ensemble des dossiers. Il a vraiment un avis sur l'ensemble des dossiers, il se concerne sur l'ensemble des dossiers, il se positionne par rapport à l'ensemble des dossiers, il avance frontalement. Ça n'empêche pas qu'il a son agenda secret et que, par exemple, je ne sais pas moi, Tourelle, est-ce que Tourelle va continuer longtemps? Arrête avec Tourelle. Mais non, mais c'est un fait. Regarde quand il arrive. C'est pas un fait, c'est une supposition. Oui, mais c'est un fait que Leonardo est tout à fait capable de faire ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a son agenda secret, mais indépendamment du fait d'avoir un agenda secret, c'est un mec qui est clair dans ce qu'il veut, qui est capable de le nommer, qui est capable de le définir, et c'est tout bête. Mais par rapport au flou dantesque dans lequel on était, le fait de tout à coup être confronté à cette forme d'honnêteté, à cette forme de bah voilà, c'est ça, c'est un côté de fondamentalement rassurant et de très positif. Alors, on ne dit pas foncièrement deux choses différentes, hein. Je pense qu'on est entièrement Oui, d'accord. oui, non, bien sûr. C'était juste, si tu veux, c'est quand tu disais qu'il observait beaucoup et que le vrai mercato allait être celui de 2020. Je pense que tu as raison, mais je voulais juste apporter le bémol pour dire que j'ai l'impression qu'il peut déjà signer celui-là, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, je pense, par exemple, Navas et Icardi sont deux opportunités qui se sont présentées aussi par rapport au début de saison où peut-être il a senti que Areola n'était peut-être pas en disposition pour être numéro 1, donc il fallait réactiver une piste assez rapidement. Et puis quand on voit que Cavani enchaîne les blessures au même endroit, et donc ça peut être problématique, et que je pense qu'on n'a pas véritablement un vrai neuf
Parce que pour moi, Mbappé n'est pas capable, dans les matchs de très très haut niveau, de tenir ce poste. Il a su saisir ces opportunités-là, c'est ce qui est très très fort avec lui. Mais je pense que si Cavani physiquement n'avait pas montré peut-être ses difficultés, il ne serait peut-être pas allé chercher. Il y a un problème de contrat quand même avec Cavani. Cavani n'a plus qu'un an de contrat et il semble difficile à son âge de le prolonger. Donc pouvoir sauter sur une opportunité pour préparer déjà l'après Cavani, c'est intelligent. D'accord, je voulais juste réagir à ce que disait Lionel. Tu as tout à fait raison. Mais à l'arrivée, si tu fais le bilan, pour 13 millions d'euros, on a un gardien qui est a priori un top gardien. On a un neuf pour lequel, alors Olivier semble ne pas être d'accord là-dessus, mais tous les deux on est d'accord là-dessus. Et Olivier va peut-être nous rejoindre très vite. Et on a un numéro 9 qui est un des meilleurs numéros 9 au monde à l'heure actuelle. Et là-dessus, on est tous d'accord. Et ça a coûté 13 millions d'euros et ça s'est passé en une journée. Alors, bien sûr, il y a des préparations derrière, mais bien sûr, il réagit à des circonstances. Mais il a cette capacité, et ça, c'est formidable chez Leonardo, il a cette capacité à réagir vite et à réagir bien, et c'est appréciable. Ah, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, je serais beaucoup plus sévère sur ce mercato. Sans cette dernière journée, le mercato, pour moi, aurait été raté. Là, il devient honnête. Je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de changements. Alors certes, effectivement, il n'y a pas vraiment besoin il n'y a pas beaucoup d'argent. On a l'impression qu'on a été obligé de vendre Zagreb pour financer Navas. On ne le sait pas, mais c'est l'impression que ça donne. Mais pour moi, le problème, c'est que ça fait 6 ans qu'on est dans une année de transition. Cette année, on n'a toujours pas réglé le problème de leader de défense. On n'a toujours pas réglé le problème de leader de milieu. On n'a toujours pas de 8. On a toujours des latéraux faibles. Et on a toujours énormément de problèmes qui sont pour moi les problèmes principaux des dernières années qui n'ont pas été réglés. Et je ne vois pas comment on pourra les régler encore un été l'année prochaine. Et je rajoute à ça le nombre de dossiers hallucinants de joueurs qui sont soit en fin de contrat, soit qui n'auront plus qu'un an de contrat. On va arriver avec Di Maria qui n'aura plus qu'un an. On va se retrouver avec Kurzawa, Meunier, Silva, Cavani à gérer. Ça va être énormément de dossiers et je trouve qu'on n'en a pas fait assez dès cet été. Mais tu n'as pas l'impression que justement, enfin, on a une vraie année de transition. Et que c'est peut-être la première fois, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Pour moi, la vraie année de transition, c'était vendre Neymar ou Mbappé dès cet été, changer 4 ou 5 joueurs. Non, ça, c'est pas l'année de transition. Si, ça, c'était un changement. Non, on apportait une année de transition pour avoir la vraie équipe, parce qu'une équipe, ça ne se met pas en place en un an, ça se met en 2 ans. Donc, pour l'année de transition, c'était changer pour que cette équipe puisse avoir les automatismes pour l'année prochaine, où on continuait la deuxième phase du changement. Là, j'ai l'impression que ça va se faire en 3 ou 4 ans, cette phase de changement. Mais il y est pour rien, parce qu'il était d'accord pour vendre Neymar. C'est pas de sa faute si ça s'est pas fait. Donc je crois que c'est dans son esprit, la reconstruction pouvait démarrer avec la vente de Neymar. Mais il faut voir aussi, outre les moyens financiers limités qu'on a, le nombre de joueurs inutiles, invendables, qui pèsent quand même très très lourd. Moi, je suis pas inquiet sur les fins de contrat. C'est des joueurs qu'on a amortis depuis longtemps. Silva c'est amorti, Cavani c'est amorti. Les laisser partir libres, ça n'a strictement aucune incidence sur notre budget. On va économiser leur très gros salaire et ça sera déjà pas mal. Mais là, la seule opportunité qu'il avait, c'était d'espérer vendre les boulets, et ça, il n'a pas pu le faire parce que personne n'en veut, et puis vendre Neymar. Il n'a pas pu le faire. Donc, avec ce qui restait, je pense qu'il ne s'est pas si mal débrouillé que ça quand même. Je vais juste répondre à Basto. Je te rejoins sur le fait que oui, on n'a pas réglé tous les problèmes, mais lui, il l'a très clairement dit, ce serait une année difficile. Et juste le fait que enfin quelqu'un décide de dire les choses qu'il faut, parce que le problème, c'est que quand chaque année on t'explique qu'on va jouer la Ligue des Champions et que tu vois après sur le terrain que l'équipe est incapable de jouer avec des champions, c'est là que ça crée des frustrations et que tu te dis, on se fout de notre gueule. Là, il a été honnête avec nous, ce serait une année difficile et on sera obligé, nous, de se dire, écoute, si on a vécu une année difficile, ça avait été annoncé. Alors oui, c'est vrai que, comme tu dis, il y a quand même pas mal de choses qui devront être faites, mais la question, c'est est-ce qu'on en avait les moyens financiers? Et par exemple, comme tu dis, un joueur comme Thiago Silva ou un joueur comme Cavani, est-ce qu'on aurait été capable, même en les vendant, de trouver des remplaçants dignes de ce nom? Je ne suis pas sûr. Donc peut-être que lui, il prend conscience des choses, c'est que le projet du Paris Saint-Germain a pris beaucoup de retard et que ça ne sert à rien de se dépêcher, d'essayer de le faire en un an ou deux. Et que dans le monde du foot, 3-4 ans, c'est pas non plus une éternité, quoi. Et juste pour assister, c'est ce que tu viens de décrire, c'est ce qui s'appelle une année de transition. Ouais.
Ça reste une année de transition. Si on ne prolonge pas Silva, si on ne prolonge pas tout ça. Non, on L'année prochaine, c'est l'année pas, prochaine qu'on verra si c'est une année de transition. Non, c'est cette année. Cette année, justement, c'est l'année de Oui, mais si transition. l'année Ou prochaine, on justement, change l'année encore moins. prochaine, mais c'est là-dessus ce qui a été mis en avant, c'est que l'année prochaine, il va y avoir un mercato qui sera le mercato 2020 qui va être périlleux Ah bah, on espère. et super chaud à gérer. Mais justement, c'est l'année pour préparer ce mercato. Moi, je pense que l'année prochaine, sera l'année du début de construction de nouveaux cycles. J'espère, j'en doute. Je me mets à douter de tout avec ce club. C'est pour ça que j'aurais mis plus de changements pour être rassuré. Mais tu peux pas. Là, manifestement, on pouvait pas financièrement. Non, bah non, c'est sûr qu'on voit que on a plus vendu qu'acheté à l'arrivée, je crois. Alors, au total, j'ai refait les calculs. Là, on a fait 8 ventes pour environ 110 millions de recettes. On a vendu 3 joueurs qui jusque-là étaient prêtés, c'est-à-dire Krikoviak, Lo Celso, Trapp. Et on a vendu 5 jeunes pour 60 millions. On a laissé partir libre 3 joueurs, Buffon, Alves, Rabiot. On a économisé 3 salaires conséquents, mais on a perdu les indemnités de transfert de Rabiot. On a fait un prêt pour Areola. Et au total, il n'y a pas moins de 13 jeunes qui ont quitté le club pour un bénéfice de 70 millions. À l'arrivée, on fait 8 arrivées. Il y a eu 3 achats pour 85 millions. Il y a 3 joueurs libres, Herrera, Boulka, Baker, et 2 prêts, Rico et Icardi. Donc on arrive à peu près, il y a 100 millions de dépenses, 110 millions de recettes. Donc voilà, c'est un mercato qui est légèrement positif, mais on voit qu'il a utilisé le mieux possible les joueurs vendables pour pouvoir équilibrer ce mercato. Ok. Donc vous êtes tous plutôt satisfaits, eu égard des circonstances de ce mercato. On va passer maintenant au dernier point chaud, qui était le tirage de la Ligue des Champions, pareil, qui sera donc dans le groupe du Real Madrid, de Galatasaray et de Bruges. Est-ce que vous êtes satisfait du tirage et pour vous, que doit viser le PSG dans cette poule et est-ce qu'on doit avoir un peu peur, Olivier? Bon, c'est sûr que le tirage aurait pu être mieux. On a vu des équipes comme le City qui s'en sortent mieux. Mais ça reste quand même correct avec un très gros morceau, le Real, mais des clubs qui sont normalement accessibles même à un PSG en année de transition que sont Galatasaray et Bruges. Alors, ce qui m'embête le plus dans cette campagne de poule, c'est moins le tirage que l'ordre des matchs, puisqu'on va on va recevoir à domicile le Madrid pour le premier match, le 18 septembre, et qu'il risque fort d'y avoir encore des joueurs indisponibles, dont Mbappé. Cavani, c'est un petit peu moins grave, puisque Icardi arrive, et Neymar, de toute façon, il est suspendu. Donc c'est quand même embêtant d'accueillir Madrid pour un match qui va être bien sûr capital pour la première place, et à la fois pour le résultat et puis surtout psychologiquement parce que vous imaginez le déferlement qu'il va y avoir si on perd à domicile. Là, tout contexte sera écarté et ça sera à boulet rouge contre tout et le reste. Donc c'est pour ça que je dirais que cette année, moi je me contenterai de la deuxième place parce qu'à cause de ce risque de premier match, mais je pense qu'on doit quand même être capable d'assurer une qualification sans trop trembler. Lionel? Oui, je pense que c'est un tirage. Moi, j'aime bien quand même avoir une équipe, on va dire, de premier chapeau comme le Real dans notre groupe, parce que ça nous permet quand même d'avoir une affiche sur la première partie de saison, parce que c'est pas pour dire, mais en championnat, c'est pas comme si on coulait sous les affiches, donc c'est quand même intéressant de pouvoir en avoir au moins une. Et oui, après, je pense que les deux autres équipes, que ce soit Galatasaray ou Bruges, il faudrait les respecter. C'est des équipes qui, si elles sont avec des champions, c'est qu'elles capable de faire quelque chose, mais je pense que c'est des équipes qui sont moins fortes que le Paris Saint-Germain. Et comme a dit Olivier, on peut viser la deuxième place, même si moi, je reste persuadé que le Paris Saint-Germain peut créer la surprise et finir premier de cette poule. Sachant qu'en fait, que le Real, souvent, sur les 6 premiers mois, n'atteint pas son rythme de croisière et est plus facilement prenable que sur la deuxième partie de saison. C'est vrai que le Real qui a gagné les 3 Ligues des Champions, je crois qu'il a fini 2 fois deuxième de sa poule sur 3 des campagnes victorieuses. Drayas? Ouais, juste sur le Real, ouais, effectivement, ça joue moins bien, mais ça gagne quand même. Pas vraiment. Ouais, en tout cas, contre nous, c'était le cas. Mais ouais, sur le tirage, plus ou moins tout a été dit. Le souci, c'est le calendrier, mais le calendrier est paradoxal, en fait.
Alors déjà, ouais, le calendrier, c'est à la fois le calendrier, c'est Real et puis Galatasaray. Galatasaray, t'as pas envie de les jouer chez eux. C'est le genre enfin, Surtout si t'as perdu le premier c'est le match. piège, c'est le piège à la con. Et à mettre aussi en parallèle avec nos blessures et nos suspensions qui viennent compliquer l'affaire. Mais le paradoxe de ce tirage, c'est nous offrir au milieu les 2 matchs contre Bruges, qui a priori est l'équipe la moins dangereuse. Galatasaray est peut-être moins dangereux que Bruges, mais Galatasaray chez lui est plus dangereux, etc. Blablabla, on va pas revenir dessus. Mais contre Bruges, c'est normalement là où on doit faire 6 points. Et même avec un départ catastrophique, on pourrait s'assurer 6 points contre Bruges pour reconstruire la confiance et pour derrière avoir une campagne retour qui serait plus cohérente au cas où on aurait eu une campagne aller qui aurait été défaillante. Après, c'est là où Olivier disait on va tirer à boulet rouge, c'est contre le Real. Je pense pas que ce serait le Real, ce serait l'accumulation Lyon-Real, mais ça c'est un autre sujet. Effectivement, si on perd contre Lyon et si on perd contre le Real, ça va gueuler très fort. Si on assure un bon match contre Lyon et qu'on se fait taper contre le Real, ça passera crème, notamment avec la déclaration de Leonardo. Et j'aimerais conclure par une petite question. Dis, on change quand de coach? Oh purée, c'est pas vrai, jusqu'au bout. J'ai pas entendu la question. Désolé. Pas grave. Non, il faut mieux pas l'entendre, je crois. Oui, non, là c'est trop là. On a assez parlé dans ce podcast. Bon, bah, on va conclure sur cette phrase de Drayas, du coup. Bah voilà, c'est fini, une petite trêve pour le PSG qui va arriver. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Olivier, je te souhaite des bons matchs de l'équipe de France pendant cette trêve. Ah oui, je vais me régaler. Là. Lionel, bah, bonne petite trêve aussi. Juste en aparté, j'avais lancé un jeu sur Twitter pour gagner une place pour PSG Strasbourg. Donc, ceux qui vous sont intéressés, n'hésitez pas à participer pour essayer de gagner une place pour PSG Strasbourg le 14 septembre. Très bien. Drayas, je te souhaite de bonnes petites semaines sans foot. Oh, mais je vais peut-être regarder les matchs parce que maintenant Icardi est arrivé. Ah, c'est la trêve, là, il n'y a pas le PSG. Alors là, international. oula. Ah oui. Ah oui. Bon, bah salut à tous et à bientôt pour les prochains numéros. Ciao. Bonne soirée tout le Bonne monde. soirée, salut. Ouais.